Salut tout le monde, bienvenue à ce cours 11. Cours 11, ça veut dire qu'il nous reste juste deux cours cette session-ci, plus l'examen. Ça va à une vitesse hallucinante, mais c'est vraiment là pour ouvrir la dernière ligne droite. La preuve, c'est que la semaine prochaine, il faut que vous me remettiez votre travail, donc 25% de votre de votre épreuve synthèse et de votre session au grand complet. Donc, votre travail 2 écrit qu'il faut me remettre. Là, je sais que vendredi prochain, c'est une journée qui est fériée à l'horaire du cégep. Donc, on respecte évidemment le calendrier. Je vous aurai jusqu'au mercredi suivant pour me remettre ça dans le Léa. Ça vous donne un petit lousse supplémentaire, une petite fin de semaine de plus pour travailler. Tant mieux pour vous. Et après ça, donc, les oraux, les travaux et compagnie, ce sera fini. Il restera vraiment juste l'examen final sur la matière de l'ensemble de la session. Euh, donc, quand je vous dis que c'est la dernière ligne droite, on est vraiment dedans pour vrai. Une autre preuve de ça, c'est qu'on rentre dans notre dernier bloc. Donc, bloc 1, on avait vu mouvement ouvrier. Bloc 2, on avait vu plus les luttes au niveau racial, si les races existaient, et de domination d'un groupe sur l'autre, donc l'esclavagisme, les Afro-Américains, pour le cas des États-Unis, et aussi la domination avec la colonisation européenne, donc que vous avez vu par vous-même de façon plus autonome avec les cas de l'Amérique du Sud, la Chine et l'Afrique. Là, on rentre dans notre bloc 3 aujourd'hui avec le féminisme. Donc aujourd'hui, je vais faire féminisme avant 1945. Donc les prémices, les premiers jalons, les premières étapes. Et la semaine prochaine, ce sera la suite, donc à partir de 1945. Pendant la guerre, évidemment, il ne se passe pas grand-chose. J'y reviendrai la semaine prochaine là-dessus. Et il va y avoir aussi une petite capsule sur l'histoire du Québec spécifiquement parce que c'est la société dans laquelle on vit et on a quand même notre propre histoire. C'est important de la souligner. Je vous en reparlerai de tout ça la semaine prochaine. Et le cours 13, donc le dernier cours, parce que cette session-ci, donc on a une semaine de moins, ce sera sur la diversité sexuelle. Donc ça aussi, j'y reviendrai en temps et lieu. Je vous avais fait la mise en garde la semaine passée, je vous la refais tout de suite. Vous allez voir dans le prédit, il commence à y avoir beaucoup moins d'écriture, beaucoup moins de texte pour vous aider. J'ai quand même mis les éléments qui sont incontournables, mais il va falloir que vous fassiez preuve de discernement dans votre prise de notes pour être capable de faire ce qu'il faut comme il faut. Donc, sans plus tarder, j'embarque dans mon prédit comme d'habitude, mais avant de rentrer là, dans les images et tout ça, je voulais dans le fond vraiment repartir là, depuis les origines de l'humanité, même si le féminisme, c'est pas vraiment, ça date pas de la préhistoire évidemment, c'est quelque chose d'assez moderne, le terme féminisme évidemment, là. Mais je voulais quand même remonter un petit peu plus loin dans le temps. Je l'ai dit souvent en histoire, ça pop pas de nulle part. Pourquoi le féminisme apparaît, ça pop pas de nulle part. Il y a des antécédents, il y a une histoire avant ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'actuellement, depuis maintenant quelques dizaines d'années, oui, on peut le dire, on a des chaires de recherche féministes, spécifiquement féministes, qui se sont créées dans certaines universités en Europe et en Amérique du Nord. Et on commence vraiment à voir apparaître des recherches vraiment différentes. Je commence donc en vous présentant un exemple de ça dans mes prémices. Donc, dans la préhistoire, la référence que je vous ai mis, j'ai essayé de vous mettre une coupe de livres. Là, c'est vraiment la référence. Je n'ai pas recherché l'image de la pochette, là, mais peu importe, de la couverture, devrais-je dire. Donc, Claudine Cohen, c'est c'est la fille d'une prof que j'ai eue à l'université qui était en mai 68 en France. Je vous en parlerai la semaine prochaine de tout ça. Donc, vraiment très, très, très active au niveau du féminisme. Et on a vraiment donc les femmes de la préhistoire. On a vraiment une réévaluation totale de l'histoire, de l'humanité au grand complet, grâce à ces nouvelles approches féministes-là. Pourquoi? Ben parce que traditionnellement, moi, homme, tirer les cheveux, emmener dans la caverne, je m'excuse du cliché, mais ça reste que c'était ça pareil, l'histoire jusqu'à très dernièrement. Je sais pas pourquoi. Ben oui, je sais pourquoi, à cause des mentalités de l'éducation. C'est ça qu'on essaye de changer en ce moment. Mais il y avait vraiment une façon très 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 stéréotypée d'analyser les périodes historiques précédentes. Et là, cette nouvelle vision du féminisme, c'est tout simplement une autre façon d'approcher, une autre façon d'analyser les affaires. Eh bien, ça nous amène vraiment à dégager des nouvelles perspectives, des choses qu'on pensait connaître et qu'on connaissait pas forcément vraiment.
Le meilleur exemple de ça, donc, que je peux vous donner très rapidement, là, c'est la préhistoire. Comme je vous dis, là, le cliché chez les archéologues et chez les historiens mâles des décennies et des siècles avant nous, c'était vraiment que l'homme était chasseur-cueilleur. Il venait pourvoir aux besoins de la tribu, de la famille. Et la femme restait dans la grotte à balayer la grotte. Encore une fois, je fais des clichés, là, mais c'est pour illustrer le propos. Et maintenant, on a des madames, donc comme Madame Cohen, qui font des recherches spécifiquement à partir de l'anthropologie, à partir de l'archéologie, de l'histoire et compagnie. Et on est capable de voir en fait que non, la femme ne restait pas dans la grotte pour avoir des enfants bac à bac, grossesse, accouchement, grossesse, accouchement, grossesse, accouchement. Non, avec des fouilles sur les os, avec des fouilles d'archéologie, ils sont capables maintenant de dire que oui, les femmes avaient des enfants, c'est le rôle physiologiquement, hein, on n'a pas été capable encore de faire en sorte que les hommes fassent ça, mais les grossesses étaient quand même assez espacées parce que la femme avait aussi le rôle de chasseur-cueilleur, c'est-à-dire que l'homme seul, là c'est des tribus, hein, c'est pas un homme, une femme dans une grotte, là, ce sont des tribus, mais juste les hommes, s'ils étaient chasseurs-cueilleurs, n'étaient pas capables de subvenir aux besoins de la tribu, donc les femmes aussi avaient ce rôle-là et elles espaçaient les grossesses pour être capables d'être utile dans le sens chasseur-cueilleur, utile à la tribu et non pas seulement utile en tant que procréatrice. Donc c'est vraiment, vous le voyez, là, un changement assez drastique de cette mentalité-là et du rôle traditionnel. Excusez-moi, ça scellait, je voulais pas vous agacer trop longtemps avec ça. Donc, ça, c'est un premier revirement. On a aussi donc des idées qui ont changé face à l'Antiquité. Je vous présente vraiment là, des rôles très stéréotypés. Là, je vous ai mis la fille dans la voyante là, dans Harry Potter. C'est vraiment juste pour illustrer mes propos. Euh, on n'a pas de rôle, on n'a pas de femmes qui sont féministes à l'époque. On a la Pythie. La Pythie, c'est celle qui est illustrée en bas. En fait, la Pythie, si je vous décris qu'est-ce que c'est l'oracle de Delphes. Là, je suis dans l'Antiquité grecque spécifiquement, mais on peut retrouver ce genre de situation-là dans la quasi-totalité des antiquités, là, que ce soit Mésopotamie, Égyptiens, Romains et compagnie. Donc, on est capable de retrouver ce genre de rôle-là également. La Pythie en Grèce, ce qu'elle faisait, en fait, elle était à Delphes. Vous l'avez probablement vu rapidement dans l'Antiquité grecque quand vous avez fait Civilisation occidentale. Les gens allaient la voir, donc allaient voir l'oracle pour lui poser des questions avant d'aller faire des nouvelles colonies, avant de prendre des décisions pour partir en guerre, avant de... Peu importe, on allait la consulter pour bien des choses. Et les femmes, donc, elles n'étaient pas méprisées, elles n'étaient pas rabaissées tant que ça. Certaines femmes avaient des rôles très importants. C'est pour ça que je veux vous mentionner ça. Non, c'est pas des féministes, non, c'est pas des femmes qui revendiquent une place égale à l'homme dans la société. J'y viens à ça très bientôt. Mais on a des femmes fortes tout au long de l'histoire. On est capable de trouver des exemples. Je vous ai parlé justement de l'impératrice en Chine. Il y a des impératrices en Chine. Il y a des meneuses de rébellion et compagnie en Antiquité. On est capable d'en trouver aussi des femmes fortes. Il y en a de fortes dans le sens de volonté et de caractère et de constitution également des fois. Il y en a, on en a des exemples, mais elles ne font pas un combat, ce qu'on appelle féministe, c'est-à-dire de revendiquer une place égale à l'homme pour la femme dans la société. Mais on a des femmes qui sont très importantes. On a la Pythie, qui est donc le stéréotype de la jeune femme vierge qui est en contact avec les dieux, qui était droguée et compagnie, pour rentrer dans des trans et rentrer en contact avec les dieux. Et on avait donc la Sibylle. Sibylle, hein, dans Harry Potter, il y a plein de références à beaucoup de choses dans Harry Potter qu'on ne connaît pas forcément. Greyback, hein, le loup-garou par exemple, fait référence au Fenrir. En fait, Fenrir, c'est le loup-garou qui va mettre fin à la Terre selon la mythologie nordique, la mythologie scandinave, là, Odin, Thor et compagnie. Eh bien, Sibylle, dans l'Antiquité grecque, c'était au contraire de la Pythie qui était jeune et qui était vierge et qui était la messagère des dieux. La Sibylle, en fait, c'était une vieille... encore une fois, c'est des stéréotypes, mais je vous les présente comme ils sont présentés dans l'histoire. Là. C'était une vieille femme qui faisait des prophéties spontanées.
C'est-à-dire qu'elle était itinérante, elle se promenait et elle faisait vraiment. Elle avait des espèces de transes sans le vouloir, là, c'était comme instantané. Elle avait une transe, elle sortait une prophétie, un peu comme donc Sibylle le fait à propos du fait que le Seigneur des Ténèbres va être réunifié avec son serviteur. Là. C'est un petit peu ce genre-là de rôle que la Sibylle avait dans l'Antiquité grecque. Donc, on a des femmes, et les femmes ont des places importantes. Oui, vous vous souvenez, dans l'Antiquité grecque, les femmes sont enfermées dans le gynécée, elles sont pas citoyennes. Oui, mais on a quand même aussi des femmes qui ont des rôles importants dans la société. Je continue parce que là, je veux rentrer quand même dans mon histoire plus concrète du féminisme. Je couvre des siècles et des siècles, amen. Très rapidement, le Moyen-Âge, donc je pense que vous comprenez assez rapidement les illustrations qui sont là. Les sorcières, l'Inquisition, le bûcher. Il y aurait des heures à passer là-dessus. C'est une histoire aussi malheureuse que riche. Ne serait-ce que par les illustrations que je vous présente. Mais je ne passe pas là-dessus. Je vais vous présenter un petit peu plus tard dans le vidéo, en fait dans le prédit. Il y a 2 liens vers des vidéos, ça s'appelle Virago. La fille qui fait ça, en fait l'équipe qui fait ça, elle n'est pas toute seule, là, ont ressorti des femmes du Moyen-Âge, en fait 2 femmes du Moyen-Âge qui étaient vraiment des femmes fortes. Ben, on a l'exemple de Jeanne d'Arc qui est très facile, là, mais des femmes qui ont fait des études, qui sont devenues des femmes de lettres, qui ont eu des rôles importants au niveau social et tout ça, et qui ont défendu des femmes, mais pas dans une optique, c'était du cas par cas, c'était pas dans une optique sociétaire ou d'égalité homme-femme encore une fois, mais oui, on a plein d'exemples de femmes fortes, également au Moyen-Âge, c'est d'ailleurs certaines d'entre elles qui vont finir sur le bûcher, Jeanne d'Arc en est un exemple flagrant. Je continue vers la Renaissance. La Renaissance, donc je vous présente la reine Victoria, pas parce qu'elle est féministe, mais à cause de son accoutrement. Et regardez les jeunes filles l'autre bord qui sont en train d'apprendre, en fait la jeune fille qui est en train d'apprendre le solfège et le piano à côté. Euh, Pourquoi je vous montre ces deux images-là, c'est qu'en fait à la Renaissance on a une espèce de dichotomie. On a, vous rappelez-vous la Renaissance, hein, l'éveil de la connaissance. La Renaissance, c'est l'éveil de la connaissance de l'Antiquité grecque et romaine qui revient à l'ordre du jour, s'interroger sur le monde, la place de l'éducation est très importante, et donc il va y avoir vraiment un questionnement face à l'éducation des femmes à la Renaissance. D'un côté, on a la reine Victoria avec son habit hein, vraiment flamboyant, la collerette, la robe bouffante et ainsi de suite. On a donc le côté traditionnel, entre parenthèses, de la femme, de soit belle, on s'apprête, on l'apparat, l'apparence, et on l'exhibe en public. Là, je m'excuse, mesdames, je ne veux pas offusquer personne, mais c'était ça pour vrai, malheureusement, dans la société. Donc, elle apparaissait à côté du roi, il fallait qu'elle soit bien. La reine Victoria est très active politiquement, j'y enlève rien, mais je fais un cliché des femmes à cette époque-là. Mais on a aussi à la Renaissance, donc face à ça, des mouvements de femmes qui vont s'organiser, qui vont dire, ben là, on est dans l'humanisme, on est en train de dire que l'éducation c'est important, le savoir c'est important, la remise en question du monde et de ce qui nous entoure c'est important. Ben nous, en tant que femmes, on commence à se poser ces questions-là aussi. Est-ce que c'est normal qu'on ait une place comme ça, ou est-ce que ce serait plus normal qu'on prenne notre place? Et ça c'est important comme formulation. Il faut qu'elles prennent leur place dans la société parce que les hommes ne leur donneront pas. Donc on voit apparaître des artistes à ce moment-là. Je vous donne quelques exemples parce que je ne veux pas vous faire une liste là, exhaustive, mais on a vraiment donc au 16e siècle plus qui apparaît. On a Lavinia Fontana, Sobonisba Anguissola, donc que je vous présente à droite, qui a fait un autoportrait d'elle-même. Donc c'est elle qui s'est peint en train de peinturer un tableau. Donc c'était fréquent. Léonard de Vinci a fait ça et compagnie. Il y en a plusieurs. Si jamais vous vous posez la question, donc elle a un pinceau dans sa main droite et elle a une baguette dans sa main gauche. En fait, parenthèse qui me pop en tête puis qui a vraiment aucun rapport, mais j'aime bien l'art en général. La baguette servait en fait à accoter son poignet dessus pour stabiliser la main quand on était en train de peinturer, parce qu'on peut pas s'accoter dans la toile, sinon on va faire des dégâts avec la peinture. Donc, parenthèse totalement pas rapport. Et on a finalement donc Plotilla, je ne sais pas comment il le prononcer, c'est tous des noms italiens. Nelly, donc si vous vous plaignez du prénom que votre mère ou que vos parents vous ont donné, vous auriez pu vous appeler Plotilla.
Autre nom commun au Moyen-Âge et à la Renaissance, Cunégonde en français. Donc, vous voyez, des fois, ça peut, la mode des prénoms, ça peut être pire. Plotilla, je sais pas. Mademoiselle Nelly, je vais l'appeler comme ça. C'est vraiment une des premières femmes à la Renaissance qui va prendre une place d'avant-plan. C'est pour ça que je vous ai mis la peinture qu'elle a réalisée en bas. En fait, c'est une représentation de la Cène. La Cène, c'est le dernier repas de Jésus-Christ. La plus connue, la plus célèbre, c'est celle de Léonard de Vinci. Mais Madame Nelly, Mademoiselle Nelly, je ne sais plus, est vraiment la première femme à représenter cette peinture-là. Et attention, là, c'est pas une petite peinture grosse de même. Là, c'est 7 mètres sur 2 mètres de haut. C'est aussi grand qu'un humain, là, un petit peu plus grand qu'un humain, 2 mètres de haut. Donc, c'est quelque chose d'impressionnant et c'est d'une finesse incroyable. Si vous allez en Italie, d'ailleurs, c'est entreposé dans un musée à Florence actuellement. Vous pouvez aller la voir, cette scène-là. Et Madame Nelly va donc prendre un rôle d'avant-plan, mais elle va pas se battre pour que les femmes, au sens large, aient une reconnaissance dans la société. Elle va se battre pour sa place à elle, mais c'est vraiment dans une optique de dire oui, je suis une femme, mais regardez, au niveau artistique, au niveau talent, je suis l'égal à l'homme. Et là, ça fait en sorte qu'on voit apparaître les premiers balbutiements, d'une certaine manière, d'une forme de féminisme, si on se rallie à la définition du féminisme. Je continue mon périple avec la Révolution française. Donc, je vous ai mis un livre, justement, je vous ai dit que je vous ferai quelques références à des livres. Donc, Éric Masson, c'est quelque chose qui, c'est en fonction de vos intérêts, c'est vraiment pas une obligation. Donc, misogyne, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est la violence envers les femmes, dénigrer les femmes, penser qu'elles sont inférieures, tout ça, c'est de la misogynie. Donc, est-ce que la Révolution française, qui était supposée donner le droit de vote à tout le monde, aux citoyens, mais finalement, c'est les citoyens seulement, donc seulement les gars, qui vont l'obtenir, ce droit-là. Donc, est-ce que c'était misogyne, est-ce que c'était contre les femmes, ou c'était juste pas encore rendu là dans l'air du temps? C'est un débat que je n'aurai pas avec vous, mais je vous lance la piste de réflexion, et aussi parce que la Révolution française, c'est vraiment le début du féminisme en tant que tel. Je vais parler beaucoup de la France. En fait, aujourd'hui, je parle à peu près exclusivement de la France. Je vais parler un petit peu de l'Angleterre à la fin, là. Mais pourquoi? Ben parce que c'est la société que je connais le mieux, et c'est celle qui est vraiment le plus, sur le long terme, là, qui est le plus structurée pour vous la présenter, parce que les autres, c'est des coups d'éclat, c'est des vagues, des va-et-vient, mais il n'y a pas de... en tout cas, j'ai pas été capable de faire un fil conducteur de continuité, contrairement à l'histoire de France, que j'ai été capable de le faire. Donc, pendant cette Révolution française-là, justement, les femmes, dès le début, prennent part à la Révolution. Elles sont de tous les combats, ces femmes-là. L'exemple de ça, donc le 6 octobre 1789, elles vont prendre part à la Révolution. Vous les voyez, les fourches, les canons et compagnie. Cette illustration est quand même réaliste. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas juste des femmes, il aurait fallu mettre des hommes également dans la foule. Mais oui, elles sont présentes, elles sont très actives. L'exemple parfait de ça, en fait, c'est que en 89, donc le début de la révolution contre le roi, c'est les femmes qui vont partir en groupe et qui vont aller chercher du pain. En fait, elles sont pas parties pour guillotiner qui que ce soit, pour tuer qui que ce soit. Ce sont des Parisiennes, des masses de Parisiennes qui partent parce qu'elles veulent aller chercher du pain pour nourrir leurs enfants et eux-mêmes et leurs familles. Donc, elles vont partir et elles vont revenir avec un cadeau surprise, le roi Louis XVI, qui avait essayé de s'enfuir de façon discrète pendant la nuit, qui avait échappé aux révolutionnaires, aux gars révolutionnaires. Et les femmes, donc, en s'en allant à la campagne pour chercher du pain, sont tombées sur un convoi. C'était le convoi de Louis XVI. Ils l'ont ramené de force et il va finir guillotiné donc, par les protestants. Ce roi-là, ça va pas bien finir pour lui. Mais ça, c'est un rôle concret et indéniable des femmes dans la Révolution. Je vais essayer de ne pas faire des généralités trop intenses parce que sinon on se perd puis en tout cas je trouve c'est plus confus. J'ai vraiment fait comme les autres cours des thématiques à travers des personnages clés. Donc je vais vous présenter plus des profils de femmes. Pendant la Révolution française, on a vraiment notre première féministe officielle reconnue par les féministes
actuelle, donc comme étant la première féministe de l'époque qui date de la Révolution, donc de 1789, pas 1900, on n'est pas rendu là pantoute, de 1789, donc il s'agit d'Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, donc vous le voyez sur son apparat, hein, c'est pas une fille du peuple, c'est quand même une fille qui fait partie de la moyenne haute bourgeoisie, mais elle est vraiment donc quelqu'un de très active au niveau du droit des femmes. Pourquoi? Ben en fait, il y a une raison bien simple à ça. Elle va être très chanceuse dans sa malchance. C'est-à-dire qu'Olympe de Gouges va être mariée à 16 ans. À l'époque, c'était monnaie courante. Mais l'avantage qu'elle a, là, l'homme a 30 ans et plus de plus qu'elle. Là. Mais sa malchance, c'était pas un mariage heureux par la même occasion, c'était un mariage obligatoire. Dans sa malchance, donc elle va être chanceuse, si on peut dire ça comme ça. Son mari va mourir 2 ans plus tard, donc elle a seulement 18 ans et elle devient veuve. Le problème pour elle, c'est que normalement, quand tu deviens veuve, tu te remaries parce que c'est impensable dans la société de l'époque, excusez-moi, qu'une femme se gère elle-même, c'était inconcevable. Hélène de Gouges, donc, excusez-moi, Olympe de Gouges, je suis pas encore rendu à Hélène. Olympe de Gouges va dire non, je ne me remarierai pas. Et elle commence à s'intéresser à la politique. Elle va s'instruire elle-même en bonne partie, apprendre à lire, apprendre à écrire. Et elle va commencer à publier des choses, à publier des pamphlets. Et ce qui l'a vraiment mis sur l'avant-scène, ce qui l'a vraiment et pourquoi on la nomme la première féministe, c'est que suite à la Révolution française, en fait pendant la Révolution française, il va y avoir donc la déclaration de l'homme et du citoyen. Et c'est tout rédigé au masculin. Ce sont des hommes qui l'ont rédigé. Et ça va être les principes de la Première République. C'est ça qui va être pris tel quel. Olympe de Gouges va reprendre cette publication-là et elle va faire un pied de nez au gars. Elle va écrire la déclaration de la femme et de la citoyenne et elle va reprendre tous les articles, donc tous les hommes sont égaux, toutes les femmes sont nées égales. Donc elle va féminiser, elle va vraiment transformer tous les articles de cette déclaration-là pour dire ben, les femmes aussi, elles sont égales à l'homme, elles ont droit aussi à tous ces points-là. Donc c'est vraiment pour ça que Olympe de Gouges va vraiment être considérée comme une première féministe parce qu'elle prend la parole en public et elle prend la parole au nom de toutes les femmes, pas seulement son bien-être à elle, pas faire seulement avancer sa cause à elle, mais bien faire avancer la cause des femmes en général. Le problème pour Olympe de Gouges, c'est que je vous l'ai dit, elle est dans les milieux bourgeois quand même assez fréquemment. Et oui, elle va tenir salon, elle va être un centre d'intérêt, un centre de réflexion, mais elle va soutenir des gens qui font pas partie de la Révolution forcément, un gouvernement provisoire, et elle va aussi être contre Robespierre. Robespierre, c'est celui qui fait la terreur, donc qui dit aux gens allez chercher les bourgeois, les royalistes, ramenez-les-moi, puis on les guillotine, on leur coupe la tête. Olympe de Gouges va faire une déclaration en disant cette violence-là, c'est des excès, c'est trop, ça mène à rien, ça sert à rien. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, Robespierre va la rajouter sur la liste. Elle va se faire ramener au tribunal. Un tribunal, elle n'aura pas d'avocat, elle va être ils vont la prendre chez elle le matin, ils vont l'emmener directement au tribunal. Ça va prendre quelques heures, très 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 rapidement. En fait, elle est condamnée d'avance. Là. Elle va être condamnée donc pour contre-révolution et guillotinée, donc couper la tête. Elle aussi, elle a 43-45 ans. Là. Elle est assez jeune à ce moment-là. Mais donc, elle va devenir d'une certaine manière aussi la première martyre du mouvement féministe. Parce que la première femme qui ose prendre qui ose prendre parole pour les femmes finit avec la tête coupée. C'est quand même, malheureusement, ça annonce la difficulté du combat à venir pour les femmes. Donc, Olympe de Gouges, vraiment notre première à arriver au pouvoir. Mais elle va de son vivant donc voir en 1792 l'arrivée du droit au divorce qui est vraiment vu par elle donc comme une avancée sociale. Et c'en est une parce que le droit au divorce était seulement réservé aux hommes à ce moment-là. La Révolution française va également donc donner le droit au divorce à la femme.
elle va le voir comme une avancée si c'est une avancée, mais ce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle va être guillotinée avant, c'est que cette avancée-là va très rapidement être reprise par les conservateurs quelques années après. Mais elle, donc, de son vivant et jusqu'à sa mort, elle voit quand même que ça va dans la bonne direction. Et oui, si on prend le plan général, le big picture, si on le prend en anglais, oui, ça s'en va dans la bonne direction. Mais ça va prendre un petit peu plus de combat que ça quand même. Donc, 3 novembre 1793, tribunal révolutionnaire, vous la voyez sur la caricature, elle va se faire guillotiner. Je ne passe pas plus de temps là-dessus, je laisse aller votre imagination. Je pense que je vous ai montré assez de violence jusqu'à maintenant. Je vous l'ai dit donc tout à l'heure, on a après la Révolution française, on a Napoléon qui va arriver, qui est beaucoup plus conservateur. Napoléon en fait ça va y prendre quelques mois et il va établir un nouveau code de loi, le code civil, ce qu'on appelle le code napoléonien aussi, ça revient au même. Là. Et ce code napoléonien-là va être en vigueur à peu près, encore une fois de caricature, il va être quand même varié et adapté, là. Mais en gros, ça va quand même être en phase jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1945. On est au début du 19e siècle, au début des années 1800, là, quand le code napoléonien sort pour la première fois. Donc ça va être vraiment quelque chose qui va faire très mal au mouvement des femmes. Je vous donne quelques exemples de ça. Donc là, je vous les lis parce que ça, c'est vraiment... ça vous en dit long sur le statut de la femme. Là. Donc elle est une mineure éternelle. Même principe qu'à l'Antiquité. Donc elle est sous la tutelle du père jusqu'à ce qu'elle se marie. Si elle se marie, elle devient sous la tutelle du mari. Et si le père et le mari meurent, elle devient sous la tutelle d'un frère. Bref, elle n'est jamais autonome. C'est d'ailleurs pour ça qu'Olympe de Gouges faisait scandale. Les études supérieures, le lycée, c'est un petit peu l'équivalent, là, si je le grossis, si je le caricature, le lycée, c'est un petit peu l'équivalent du cégep là, en France. Donc, les études supérieures sont interdites aux femmes. Pas le droit de toucher leur propre salaire. Là, excusez, c'est sur 2 lignes, j'ai oublié de ma mise en page. Donc, pas le droit de toucher leur propre salaire. Si elles vont travailler, le salaire est versé au mari. Pas le droit de signer de contrat en leur propre nom, encore une fois. Ça prend l'autorisation et la signature du mari sur n'importe quel contrat. Pas le droit au divorce, donc elles viennent de le perdre très rapidement, ce droit-là qu'elles venaient juste de gagner. Pas le droit de voyager sans l'autorisation du mari. Vous le voyez, c'est quand même assez dramatique. Là. Ça fait vraiment en sorte que la femme, elle est totalement à la merci, sous la domination des hommes à ce moment-là. Ça fait pas partie de la liste, là, mais le mariage, c'est pas une option. Là, c'est, soit tu t'en vas au couvent et tu deviens une religieuse, soit tu te maries, il n'y a pas d'entre-deux. Encore une fois, il faut faire attention. Oui, il y a des exemples de femmes qui vont pas accepter ces deux voies-là, qui vont faire autre chose. Oui, il y en a, mais c'est très marginal, c'est très des exceptions, c'est pas du tout une norme. En échange de tout ça, en échange de tous ces côtés négatifs-là, regardez les gros avantages que les femmes ont gagnés dans cette histoire-là. Elles doivent l'obéissance au mari. Oui, oui, c'est un gain. D'après Napoléon, c'est un gain. Le devoir matrimonial est une obligation. Qu'est-ce que le devoir matrimonial? Eh bien, c'est de procréer, donc les relations sexuelles. Le devoir matrimonial, c'est la relation sexuelle. La relation sexuelle, c'est pas pour le plaisir à l'époque, c'est dans un but de procréation. Le but, c'est d'avoir... La Révolution française a fait tomber beaucoup de têtes. Les guerres de Napoléon vont faire tomber beaucoup de têtes. Donc, le but, c'est que les femmes fassent des enfants pour qu'on ait des nouvelles générations de gens à les sacrifier. C'est un peu, encore une fois, des choses que je comprends pas dans l'humanité, mais bon, c'est un autre débat que je n'aurai pas tout seul. Donc, vous le voyez, là, c'est vraiment des conditions exécrables pour les femmes. Et comme je vous dis, ça va rester vraiment la norme jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, toutes les femmes que je vais vous présenter par la suite, parce que je vous en présentais quelques-unes à partir de maintenant, ce sont des exceptions, ce sont des femmes fortes de caractère, d'esprit, de volonté, mais c'est pas du tout la norme, malheureusement, dans les sociétés à l'époque. Il faut vraiment, et encore de nos jours, oui, le féminisme, c'est reconnu, mais c'est loin, loin, loin d'être acquis là, à bien des niveaux. On en reparlera la semaine prochaine de ça. J'arrête ça là. Donc, après Olympe de Gouges, on rentre vraiment donc, dans notre deuxième section à partir de 1830. Et c'est là que je vais vous brosser quelques portraits. Le premier portrait, c'est vraiment Flora Tristan.
Flora Tristan, c'est une incontournable dans l'histoire du féminisme. Pourquoi? Parce que quand je vous ai dit que c'était une femme forte, en voici vraiment un exemple parfait. Elle va quitter un mariage violent, parce que elle a en fait théoriquement pas le droit de faire ça, mais elle va le faire pareil. Et elle va se réfugier dans un premier temps en Angleterre. Euh, Ça, je ne l'ai pas mis dans la présentation, là, mais je trouvais ça intéressant de vous faire des liens comme ça avec des choses qu'on a déjà vues. Flora Tristan, quand elle arrive en Angleterre, elle est au beau milieu du mouvement chartiste, donc de la première charte. Elle va vraiment voir l'organisation du mouvement ouvrier en Angleterre et elle va trouver ça fantastique que les gens soient capables de s'unir et de, vous rappelez-vous, les chartes, c'était des millions et des millions de signatures avec des cortèges qui allaient porter la charte au Parlement et compagnie. Donc elle est vraiment baignée cette effervescence du mouvement chartisme-là. Ça va beaucoup la marquer pour la suite de son expérience. Et après, elle va partir au Pérou parce que Flora Tristan, elle est une métisse en fait. Euh, Histoire brève, des Français sont allés en Amérique latine, des bourgeois évidemment, les travailleurs n'ont pas le temps de faire ça. Son père a une relation avec une péruvienne. C'était une relation, en tout cas de ce que j'ai lu, une relation d'amour. Il a eu sa fille et il l'a reconnue comme étant sa fille. Ça prouve quand même que c'est une relation un peu d'amour, là, parce que sinon ça aurait été juste une bâtarde puis il l'aurait pas reconnue. Mais donc, elle est à moitié péruvienne. C'est pour ça qu'elle va entreprendre un voyage au Pérou, mais elle va partir seule. Elle va aller retourner voir, en fait, elle va aller retrouver son oncle qui habite encore là-bas, qui est un aristocrate péruvien bien établi. Mais elle va partir de l'Angleterre sur un bateau seule. Ça prend un méchant guts pour traverser l'Atlantique à cette époque, en fait, à toute époque, mais particulièrement à cette époque-là. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de boîte noire, il n'y a pas de satellite ou de téléphone si jamais tu es dans le trouble. T'es dans le trouble, ben t'es tout seul au milieu de l'Atlantique, mais c'est ça. Fait que ça prend un méchant gars. Elle va le faire, elle va se rendre là-bas. Elle va avoir une pension, elle va demander à son oncle une pension. Ça va fonctionner, il va lui donner 2000 francs par mois pour ses dépenses, ce qui fait en sorte qu'elle devient autonome financièrement. C'est parfait pour elle, ça lui convient tout à fait. Elle va finir par retourner en France parce que son oncle, finalement, c'est un vieux conservateur comme les autres. Elle apprécie pas trop ce qu'elle a découvert au Pérou. Elle retourne en France. Et elle s'installe de façon indépendante dans son propre appartement, chez elle. Mais son ancien mari, son mari, ils n'ont pas divorcé, va la retrouver, jalousie et ainsi de suite. Il va finir par la tirer, coup de revolver dans le ventre, si je me souviens bien. Ça va amener, donc elle va survivre, mais ça va amener une situation où le divorce est permis parce qu'il y a une tentative de meurtre quand même. Donc elle va réussir à se séparer de son mari et elle va se rapprocher du mouvement socialiste utopiste. Elle va en fait être une proche collaboratrice de Charles Fourier, le gars qui imaginait les phalanstères, là, rappelez-vous, au cours 2 ou 3, ces espèces de grands bâtiments où tout le monde vivait en commun, des centaines de 1000, 1300, 1500 personnes qui vivaient en commun, donc toute cette utopie-là. Elle va vraiment être bercée de ça, elle va vraiment trouver ça fantastique, cette idée du phalanstère-là, et elle va vraiment commencer donc à s'impliquer au niveau du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, ça l'intéresse pourquoi? Parce que elle va rentrer dans les quartiers populaires, elle va se battre pendant 50 ans. En fait, elle va débuter un combat qui va durer 50 ans pour vraiment libérer un peu les femmes prolétaires parce qu'elle se promène et vraiment à Nîmes, donc Nîmes c'est une ville en France, elle va remarquer que les blanchisseuses, ceux qui travaillent à blanchir le linge, ont vraiment donc des problèmes de rhumatisme, des problèmes de grossesse qui sont compliqués par les produits chimiques parce que le blanchiment du linge se fait avec des produits chimiques. Et elle va en finir donc avec cette citation que je vous présente avec mon Easy Quotes que je vous ai déjà présenté, que j'aime bien. Donc, The woman, la femme, is the proletarian of the proletariat. Donc, en français, pour ceux qui sont moins à l'aise, la femme est la prolétaire du prolétaire. C'est-à-dire que ce qu'elle voit dans les quartiers ouvriers, elle va dire... dans la société, les prolétaires se font abuser par les bourgeois, ce qui est tout à fait vrai, je pense qu'on l'a en masse vu en début de session, mais elle va dire même les prolétaires qui sont soumis à la bourgeoisie, qui sont maltraités, mais même dans une situation où ils sont dominés, ils vont eux autres aussi faire de la domination. Et sur qui ils peuvent faire cette domination-là?
La seule personne à qui ils peuvent faire ça, c'est les femmes qui sont considérées comme inférieures aux hommes. Et là, elle va vraiment commencer à se battre de façon acharnée et à vraiment défendre, et c'est vraiment la première demande féministe officielle. Olympe de Gouges avait fait des coups d'éclat, avait fait des choses dans une optique féministe, mais elle ne l'avait pas nommé féminisme. Excusez-moi. Flora Tristan, j'ai fini par retrouver son nom. Flora Tristan va vraiment dire il faut libérer les femmes de cette situation de mineurs éternels. Il faut libérer les femmes. Et donc, ça, c'est une demande vraiment purement féministe. Il faut que les femmes deviennent les égales aux hommes. Donc, Flora Tristan, vraiment un jalon, une pionnière dans le milieu. Malheureusement pour elle, elle va mourir. En fait, elle va entreprendre des tournées de la France pour aller solliciter dans les milieux de travail féminins les femmes pour qu'elles s'organisent, pour qu'elles défendent leurs droits. Mais elle va mourir sur la route de maladies et d'épuisement parce que c'est pas des conditions de vie très agréables. Malheureusement, c'est pas les gens qui travaillent fort pour le bien commun sont généralement pas ceux qui vivent, qui roulent sur l'or. Donc, maladie, malnutrition et compagnie. Ça va être une fin un petit peu triste pour elle, malheureusement. Mais elle va quand même avoir placé des jalons très importants. Encore une fois, hein, je vous présente des figures emblématiques. Elle n'est pas la seule, c'est dans l'air du temps. Il y a plusieurs femmes qui vont le faire, mais elle est vraiment ressortie du lot à cause de ses actions et à cause de ses publications, entre autres. Je continue avec 1848. Donc là, j'étais rendu dans les années 1830. Je suis rendu en 1848. Je vous en ai parlé plusieurs fois de 1848. Je ne passe pas à côté. La citation que je vous ai mise, c'est pas pour que vous la preniez en note, c'est juste parce que je voulais, quand je vous fais des citations, je veux aussi vous mettre un petit peu l'écrit pour que ce soit un petit peu plus visuel. Donc, Eugénie Niboyer, elle supplie dans son journal La Voix des femmes, que je vous ai mis à côté de Madame Niboyer, que vous voyez sur la photo. Donc, je supplie le gouvernement provisoire de la République de rendre immédiatement un décret qui consacre en principe la reconnaissance absolue des droits civiques des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, en fait, c'est la même demande qui était faite par Olympe de Gouges avec la première Révolution française. Elle dit le donner en principe les mêmes droits, les droits fondamentaux qui ont été donnés aux hommes, on veut qu'elles soient données également aux femmes. Je vous l'ai dit, hein, là, on est 15 ans après Flora Tristan, même moins que ça. Donc, c'est dans l'air du temps, il y a plusieurs femmes qui vont se battre comme ça. Mais en 1848, c'est vraiment les femmes qui vont monter aux barricades. Je peux vous envoyer des documentaires si le sujet vous intéresse. Là. 1848, c'est une révolution populaire, c'est une révolution prolétarienne, mais c'est une révolution féminine, pas féministe, attention, féminine. Les femmes sont très présentes sur les champs de bataille européens, là, dans les différentes villes, dans les différents soulèvements. Et les femmes veulent acquérir, donc c'est le droit de vote qui est vraiment leur demande principale. Je vous ai mis une caricature que les gens publiaient à l'époque. Là, c'est très petit en bas, là. Donc, Camille, c'est le monsieur qui a le bébé dans les mains. Je vais au club, soigner le pot au feu et coucher ma fille de bonne heure. Si elle crie, vous lui donnerez à téter. Et avec quoi, bobonne? Avec le biberon, imbécile. Donc, on va se le dire, là, c'est vraiment tout simplement une façon de ridiculiser les femmes. Donc, les hommes conservateurs sortaient ce genre de caricature-là dans les journaux à l'époque pour dire si les femmes s'en vont voter, si les femmes s'en vont au club gérer, parler de politique, tout ça, ben les hommes vont rester à la maison et s'occuper du bébé, comme s'il y avait quelque chose de mal avec ça. Je comprends pas trop, mais bon, c'était les mentalités de l'époque, j'imagine. Et elles vont vraiment, pendant les révoltes de 1848, organiser des clubs, faire des révoltes, faire des assemblées publiques dans les rues, dans les places publiques et monter aux barricades pour demander le droit de vote. Et malheureusement, je vous l'ai dit plusieurs fois, 1848 va être écrasé dans le sang par les différents régimes d'Europe et donc ça ne portera pas fruit, mais il y a quand même une prise de conscience de la part des femmes de l'envergure, de à quel point elles sont nombreuses. Il ne faut pas oublier que c'est quand même 50% de la population mondiale, environ, là, ça varie dans le temps, là, mais autour de 50% de la population mondiale. Donc, 1848, excusez-moi, va vraiment être un moment important. Mais le problème, donc, c'est que les femmes ne sont pas assez organisées. Oui, il y a plein de rassemblements, oui, il y a plein
de volonté et de scandage, excusez l'expression scandale, ils vont scander des slogans pour avoir le droit de vote, mais il n'y a pas d'organisation cohérente du mouvement de masse d'une certaine manière. Donc, il va y avoir, je vous l'ai dit, il y a des femmes fortes à toute époque. Il y a à ce moment-là une femme quand même assez importante qui s'appelle George Sand. George, ça fait pas très féminin, vous me direz. George Sand, en fait, c'est une femme qui est une romancière, c'est une écrivaine très, très, très reconnue, renommée depuis qu'elle a existé, en fait, depuis qu'elle a publié. Mais à l'époque, c'était interdit de publier des livres pour les femmes. C'est d'ailleurs, entre autres, pourquoi Olympe de Gouges va rester veuve. C'est interdit pour une femme mariée de publier, mais une femme veuve a le droit parce qu'il n'y a plus l'autorité du mari. Donc, George Sand, je vous ai pas remis son nom d'origine parce que personne ne se souvient de son nom-là. Tout le monde l'appelle George Sand pareil. Elle va prendre un nom d'homme pour pouvoir publier des livres de façon illégale. Hein. En fait, elle le fait en cachette. L'éditeur est au courant, le gars qui le fait avec elle est au courant. Mais c'est pas legit, c'est pas légal dans la société de l'époque. Mais elle va acquérir une tellement grande notoriété qu'à un moment donné, on va utiliser les expressions contemporaines, elle va sortir du placard en disant je suis George Sand et oui, je suis une femme. Donc, elle va vraiment choquer énormément, mais il y a tellement eu d'éloges de son talent au niveau d'écriture que les gens ne peuvent pas faire comme ah ben non, finalement on trouve pas ça bon. Ils vont accepter George Sand et les femmes de 1848 donc vont se tourner après là, 1848 vont se tourner vers George Sand en lui disant peux-tu devenir notre porte-parole, notre porte-parole, excusez-moi, pour que le mouvement soit cohérent, qu'on ait vraiment une figure emblématique qui nous représente. Et George Sand va leur répondre, et ça c'était un peu triste, elle va leur dire j'ai conquis ma propre liberté en m'éduquant moi-même, en apprenant à lire, à écrire moi-même, et bien que les autres femmes fassent de même. Ça manque un peu de solidarité, je trouve, mais c'est comme ça. Donc, surtout quand George Sand prend un nom d'homme pour être accepté socialement, il y a une dichotomie entre les deux. Es-tu vraiment libéré quand tu es obligé de prendre le nom d'un homme pour pouvoir faire ce que tu veux faire? Je vous lance la question, vous choisissez vous-même. Donc, 1848 et les répercussions que ça aurait pu avoir avec l'organisation du mouvement par la suite avec George Sand, ça n'aura pas lieu à cause de ce refus-là. Donc, les femmes, ils se redispersent. Là. Encore une fois, je fais des caricatures, là, mais j'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Et il va vraiment, encore une fois, falloir attendre un certain temps avant que les choses se placent. Mais à la fin des années 1800, donc, il va y avoir un autre personnage assez important qui s'appelle Louise Michel. Je vous ai mis l'affiche du film. Pour une fois, je n'ai pas vu ce film-là. C'est en faisant mes recherches pour le prédit que je suis tombé sur l'affiche. Donc, je ne sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Je vous l'ai mis à votre discrétion. Je ne sais pas si on le trouve facilement non plus. J'ai pas fait cette recherche-là. Louise Michel est une enseignante et elle va commencer à analyser la société dans laquelle elle vit. Et elle va vraiment faire une analogie donc entre la bourgeoisie et les ouvriers. Le fait de vendre, donc si vous n'avez pas pris en note, revenez en arrière, faites pause. Là. Elle va analyser sa société, je vais finir par le dire comme il faut. Elle va analyser sa société et elle va dire oui, les femmes bourgeoises, elles sont dans des meilleures conditions de vie, c'est irréfutable, mais ce sont des mineurs, elles n'ont pas un mot à dire et le mari vont les vendre à les donner en époux à un gars avec un intérêt, soit économique, soit commercial, soit un lien de parenté pour avoir un titre noble dans la société et compagnie. Et on donne une dot en même temps, ça je pense que je vous l'ai déjà expliqué, là. On donne une somme d'argent ou on donne des biens qui viennent avec la femme pour la marier à un homme. Et de l'autre côté, chez les ouvriers, on a les femmes qui se prostituent au sens littéral dans la rue, qui vendent leur corps en compte des faveurs sexuelles pour être capable de manger. Mais selon Louise, donc, c'est vraiment la même chose pour les deux. C'est de la prostitution. Parce que vendre une femme noble pour qu'elle devienne une femme, qu'elle fasse des enfants et ainsi de suite, contre un titre ou des biens matériels, contre de l'argent, vendre le corps d'une femme contre de l'argent, c'est de la prostitution. Les ouvrières, elles, c'est de la prostitution littérale, c'est-à-dire au sens large, c'est pas la prostitution en face à un mari. Si les bourgeois sont chanceux, c'est juste un mari.
mais la situation, elle est la même. C'est de la prostitution. Les femmes servent de monnaie d'échange, que ce soit dans les classes bourgeoises ou dans les classes ouvrières. Et ça va vraiment la révolter. Elle est enseignante à Montmartre et elle est dans une période très troublée de l'histoire de France, la fameuse Commune de Paris dont je vous ai parlé plusieurs fois, dont je me retiens toujours de rentrer dans les détails, mais je reviens donc à ma diapo. Vous voyez la caricature. Louise Michel va être connue comme excusez-moi, la Vierge Rouge de Montmartre pendant la Commune de Paris. Pourquoi? Ben parce qu'elle est anarchiste, elle enseigne les maths, les sciences, l'éducation sexuelle aux filles, et c'est interdit à l'époque de faire ça, mais elle va le faire pareil. Et pendant la Commune de Paris, donc, elle va être active dans l'Union des femmes. Elle va réclamer le droit du port des armes pour les femmes, l'égalité salariale, la création des crèches. J'y reviendrai aux crèches un petit peu plus tard. C'est comme des garderies là, pour ceux qui ne sont pas au courant. L'aide pour les mères célibataires et la réforme de l'éducation des filles. Donc, vous le voyez, là, c'est vraiment des avancées assez drastiques versus la réalité de l'époque. Et la Commune de Paris abonde dans ce sens, c'est-à-dire que la Commune de Paris, qui est encore une fois dirigée majoritairement par des hommes, va abolir la prostitution. La prostitution n'a plus le droit d'exister, et parce que c'est un asservissement des femmes très, très net par les proxénètes. Ils vont aussi également donc abolir le mariage en faveur de l'union libre, c'est-à-dire que les gens peuvent se marier s'ils veulent se marier, mais sinon les gens peuvent juste vivre ensemble de façon libre et de façon consentante. Donc il n'y a pas juste des femmes qui revendiquent ça. Louise Michel est vraiment très 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 active et très 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 combattante. C'est pas pour rien que sur la caricature elle est représentée avec une arme à la main. Elle va faire partie des combats, elle va faire partie des revendications, elle va aller au front. Et pendant la semaine sanglante, à la fin de la Commune de Paris, elle va faire partie des combats de rue et elle va faire partie des 5000 Français et Françaises qui vont être envoyés en Nouvelle-Calédonie en exil pendant des années, je pense que c'est 15-20 ans, si je me souviens bien, par cœur de mes chiffres. Là. Mais elle va avoir un destin absolument incroyable. Elle va finir par revenir en France, mais elle va être vieille et elle va être usée par les colonies et par son vécu. Donc, elle va faire un militantisme plus par la rédaction d'articles et ainsi de suite. Là, elle ne sera plus au combat sur les barricades parce qu'elle n'a plus l'âge de le faire. Mais elle est vraiment une combattante acharnée, cette Louise Michel-là. C'est vraiment un exemple flagrant de femme forte, là, quand je vous dis. Puis pas forte parce qu'elle était forte physiquement. Oui, on a des femmes fortes qui sont capables de se battre physiquement, mais elle, c'est vraiment... Elle était toute petite au niveau physique, là, au niveau physionomie. Mais elle en avait dedans à n'en plus finir. Elle était sur la ligne de front et de combat autant que les hommes. Surtout avec des armes à feu, c'est plus une question de force physique brute. Là. Donc, un bel exemple, cette Louise Michel-là. Je vous remets l'affiche là, du titre pour que vous puissiez le voir, ce film-là, si ça vous tente. C'est un bel exemple de volonté féministe. Ah, la voici, excusez-moi, je pensais pas que j'avais été si fin que ça. Je pensais pas que je vous avais mis tous ces détails-là à l'écrit. Mon Dieu, que je suis généreux. Donc, vous le voyez aussi, là, vous avez un livre sur Louise Michel, si ça vous intéresse plus que le film. Les deux, c'est deux médiums différents, dépendamment de vos intérêts. Donc, vous les avez ici, là, les réclamations qu'elle a fait. Vous faites pause si vous avez besoin. Je ne repasse pas là-dessus une deuxième fois. Nous avons par la suite Hubertine, excusez-moi, pas Aubertine, Hubertine Auclair. Donc, Aubertine Auclair, c'est la madame qui est sur le livre, une fois de plus. J'en profite pour vous faire plein de références à des lectures si ça vous intéresse. Hubertine, c'est vraiment la première à se déclarer féministe. Donc, vous le voyez avec sa pancarte suffrage des femmes. Il n'y a pas d'équivoque. Elle est la première à aller sur la place publique et à se proclamer. Donc là, on est au tournant du 20e siècle. Elle se proclame officiellement féministe. C'est intéressant de parler de ça. Le mot féministe en tant que tel apparaît dans ces années-là. C'est un homme qui va le publier, le rendre célèbre, ce terme-là. C'est Alexandre Dumas, le fils, attention, pas celui qui a écrit Les Trois Mousquetaires, là. C'est son fils qui est écrivain également, qui va faire des traités politiques, entre autres, et qui va parler donc de ces femmes qui se battent dans la société, et qui va dire les femmes qui se battent dans une optique d'obtenir les mêmes droits que les hommes, donc l'égalité homme-femme, il va les appeler des féministes.
On a l'équivalent en Angleterre qui apparaît à peu près dans les mêmes années aussi. On a l'équivalent aux États-Unis qui apparaît aussi dans les mêmes années. Ailleurs dans le monde, je ne m'y connais pas assez, je m'y avance pas. Mais c'est pas le seul qui amène cette théorie-là. Et c'est pas seulement en France que ça existe, mais en France, donc notre cas, c'est vraiment Hubertine Auclair qui va dire, d'après la définition que Alexandre Dumas donne, je suis féministe. Qu'est-ce qu'elle va faire donc, cette Hubertine Auclair-là? Elle va aller sur la place publique se battre et elle va trouver des alliés parce qu'elle a une très grande bouche, pour rester polie, et elle a beaucoup de guts. Elle va aller chercher des alliés du genre de Alfred Naquet, donc que vous avez sur la caricature à droite. Je vous ai pas mis ça pour n'importe quoi. Donc en 1884, Alfred Naquet, qui est un député, va rétablir le droit au divorce pour les femmes. Donc c'est marqué divorce sur le ciseau, là, si vous ne le voyez pas bien. La caricature, évidemment, encore une fois, est faite par des gens qui sont opposés à ça. En dessous du pied de Naquet, vous voyez un espèce, je ne suis pas sûr si c'est un cigare ou d'autre chose, mais c'est marqué Hymen. L'hymen, c'est un cours d'éducation à la sexualité par la même occasion. Chez une femme vierge, à l'intérieur du vagin, il y a une membrane assez très très mince en fait, qui s'appelle l'hymen. Et c'est très dégueulasse, mais depuis des milliers d'années, pour prouver la virginité d'une femme quand on la mariait, hein, justement, quand on donnait une dot, puis quand on la mariait, il fallait prouver que la femme était vierge. Donc il y avait une inspection par des médecins quand on était chanceux, ou par du monde moins qualifié quand on était moins chanceux, qui allait faire une inspection intravaginale pour vérifier que l'hymen était encore présent. Et si l'hymen est encore présent, ça voulait dire que la jeune fille était encore vierge et donc qu'elle n'était pas dénaturée. Je m'excuse, là, c'est dégueulasse, mais c'est ça qu'ils disaient à l'époque, c'est pas moi qui pense ça. C'est une fausse façon de faire en fait, hein, parce que maintenant ça a été prouvé par la médecine moderne. L'hymen, c'est une membrane qui est tellement fragile que, mettons, si vous êtes une grande sportive, vous pouvez avoir, à travers l'effort physique, un effort physique intense et ou très soutenu, vous pouvez avoir brisé votre hymen de façon physique sans avoir eu de relation sexuelle pour autant. Donc c'est quelque chose qui n'est pas concret, mais à l'époque, ils pensaient que c'était ça. Donc c'est ça qu'ils faisaient. Et l'hymen, ça faisait aussi référence à, justement, donc on vérifiait pour se marier avec une jeune fille qu'elle avait encore son hymen. L'hymen, c'était une autre façon de nommer le mariage d'une certaine façon. Donc la caricature, hein, vraiment, le divorce coupe le lien du mariage entre les deux cœurs, parce qu'on sait bien que tout le monde se mariait par amour à l'époque. Et donc, ça brisait l'hymen, non pas l'aspect physique, mais l'hymen symbolique du mariage à ce moment-là. Donc, Naquet va vraiment faire, avec Hubertine Auclair, va vraiment faire la cible de caricature et de dénigrement intense dans la société de l'époque. Ça ne les empêchera pas de se battre pour autant, mais je voulais vous expliquer tout ça parce que ça fait partie des connaissances en lien avec ce combat-là. La conception en tout cas, je rentre pas dans les détails, là, mais des conceptions erronées, remarque, peut-être qu'on pense qu'on sait aujourd'hui, puis dans quelques centaines d'années, ils vont rire de nous aussi, probablement, j'espère, si on n'est pas tous morts d'ici là. Ben, nous autres, oui, là, mais je parle en tant qu'espèce et en tant que planète. Donc, je retourne à mon Hubertine Auclair. Elle va vraiment se battre pour le droit de vote. Elle va créer la Ligue pour le suffrage des femmes, excusez-moi. Et elle va faire une manifestation sur la place de la Bastille en 1885. Donc, je vous ai dit qu'il y aurait moins de texte dans les prédits et qu'il faudrait juger de ce qui est pertinent. 1885, manifestation à la place de la Bastille. La Bastille, c'est un symbole de la liberté, de la révolte, hein, de la première révolution française. Hubertine Auclair va faire une première manifestation à volonté féministe. Ils vont demander le droit de vote à être égal aux hommes pour les femmes. Voici une information pertinente. Je le souligne là pour vous aider aussi dans la prise de notes. Hein. On y va graduellement, c'est bien correct. Donc, là, je vous l'ai dit, elle est la première à se revendiquer féministe. Voici un exemple concret. Le droit du divorce avec Naquet aussi qui va collaborer. C'est un autre exemple d'égalité, hein, parce que la femme a autant le droit que l'homme de mettre fin à un couple, parce que ce ne sont pas seulement des mariages d'amour. Ah, c'est ça que j'avais en tête tantôt que je recherchais. Dans les nombreuses recherches que j'ai fait pour ça, j'adore monter des cours pour ça. Je connaissais le sujet, mais pas en long et en large.
je me suis vraiment plongé dans le sujet à fond. Il y avait cette conception-là du mariage d'amour, justement. C'était une historienne qui disait ça. Je trouvais ça intéressant. Elle disait que le concept romantique, le concept de mariage d'amour qu'on a encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, les couples sont sur une base, c'est pas, des fois oui, là, mais c'est pas sur une base économique qu'on se met en couple, des fois, normalement. Donc, à l'époque, c'était vraiment ça. On donnait notre fille en mariage pour faire une alliance et compagnie. Et bien, pour contrer ça, même si elle n'a pas aucun pouvoir politique, ben, les femmes ont inventé l'imaginaire, ont inventé tout ce concept-là de mariage d'amour, de la romance, du chevalier qui vient la sauver d'un père qui la traite mal et compagnie. Donc, c'est une façon de compenser et c'est une façon d'influencer la société de façon non pas politique, non pas par des lois, mais donc d'amener les hommes à agir d'une certaine façon à travers cet idéal romanesque-là qui est hérité aussi du Moyen-Âge. Mais donc, je trouvais ça intéressant de voir que les femmes, même si on n'a pas d'écrit, même si on n'a pas de loi, même si on n'a pas... elles ont joué un rôle, c'est indéniable là, à travers l'histoire. Comme je vous l'ai dit, les études féministes commencent à le ressortir de plus en plus. Donc, parenthèse, mais je la trouvais pertinente. Donc, avec Hubertine Auclair, on a deux personnages principaux là, au tournant du 20e siècle. On a Marguerite Durand, qui est vraiment, elle, c'est une bourgeoise vraiment à 100%. En 1896, donc vraiment très très proche du 20e siècle, elle est envoyée par le journal Le Figaro, parce qu'elle est journaliste. En fait, c'est une ancienne comédienne, c'est une ancienne femme du milieu des affaires bourgeois. Hein. Elle est une anomalie déjà à ce moment-là. Elle va se recycler en tant que journaliste parce qu'elle est tannée d'être comédienne. Elle est tannée d'être un objet. Le Figaro, donc le Figaro c'est un journal important encore aujourd'hui en France, vont l'envoyer en 1896 au Congrès international des femmes de Paris. Donc on a des femmes vraiment de partout qui viennent à Paris, des États-Unis, d'Italie, un petit peu partout. Donc civilisation occidentale, là, évidemment, on s'entend. Et là où ça dégénère, en fait, c'est que c'est un congrès féministe, c'est un congrès des femmes, c'est un congrès pour l'avancement de la cause des femmes dans la société. Et Marguerite va être envoyée là par les boss du Figaro en lui disant on veut un papier ironique, on veut quelque chose qui tourne en dérision cette assemblée-là. Et Marguerite va dire ok, elle s'en sort bien, même si c'est une femme, elle a fait la carrière qu'elle voulait. Elle est journaliste parce qu'elle a voulu ça. Elle s'en sort bien, donc elle n'a pas conscience. Elle connaît pas ça, le féminisme, parce qu'elle en a jamais eu besoin dans sa vie, tant mieux pour elle. Mais quand elle va se présenter à ce congrès, tiens d'ailleurs dans les trucs que j'ai vus, ça disait un congrès de femmes, les féministes, et les féministes de toute façon sont toutes moches. Et dans son papier, elle va le dire, ce sont des femmes de front, des femmes intelligentes, et elles ne sont pas toutes moches par la même occasion. Donc, elle va finalement tourner en dérision les propriétaires du Figaro, ses boss, et elle va décider de quitter le Figaro pour fonder son propre journal, La Fronde. La Fronde, ça fait référence à un événement en France dont je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est vraiment donc, La Fronde, c'est un outil de guerre, hein, donc c'est pour se venger de ses ennemis. Et ça va être le premier journal vraiment 100% féminin et féministe par la même occasion, parce que en ressortant de cette conférence-là, Marguerite va être vraiment complètement transformée. Elle va dire, mon Dieu, c'est ça le féminisme, ça m'a manqué toute ma vie puis je le savais pas. Et elle va prendre ce combat-là à cœur de façon très 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 acharnée. Dans la fronde, que ce soit les rédacteurs, la mise en page, les imprimeries, la distribution, tout est fait par des femmes à 100%. Et quand on lui demande pourquoi elle fait ça, elle dit, même si j'avais engagé un homme dans toute mon équipe, on aurait trouvé des gens pour dire que c'était lui qui faisait le travail et que les femmes étaient juste ses adjointes, ses secrétaires. Donc, elle va vraiment avoir une équipe 100% féminine et elle va les payer égal au salaire des hommes qui travaillent dans ce milieu-là, dans les autres journaux, ce qui est totalement incohérent avec l'époque et ce qui est très bien. Et ça va être fait, elle va même avoir des troubles avec les syndicats des typographes en France parce qu'ils lui disent, t'as pas le droit de faire ça, les femmes ne sont pas payées le même prix que des hommes, et elle va les envoyer paître dans le champ pour rester polie une fois de plus, et elle va les payer le même prix que des hommes, et elle va, même si c'est elle la boss du journal, elle va organiser un syndicat
pour que ces travailleuses s'organisent en syndicats pour pouvoir défendre leurs propres intérêts face à leur boss qui est tel. Fait que c'est pas très cohérent, mais c'est parce que ça va prendre de l'ampleur par la suite dans d'autres journaux et dans d'autres circonstances. Donc, elle va même organiser le mouvement syndical féminin dans son propre journal pour que ça prenne de l'expansion par la suite. Donc là, c'est vraiment les femmes s'organisent pour revendiquer et défendre leurs droits. On est vraiment dans un combat féministe. La fronde politique, économie, culture, il y a vraiment toutes les tribunes, c'est pas mode et gnagnari, c'est vraiment un journal sur la coche comme les autres, et c'est un journal qui tire 50 000, excusez-moi quand même pas, 50 000 exemplaires par jour, donc c'est pas un journal qui est anodin et qu'on on peut pas prendre en considération. 50 000 copies par jour, c'est lu par pas mal de monde, donc on peut pas passer à côté. Marguerite Durand va aussi prendre part à des combats politiques par la même occasion. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre les choses en note, vous faites pause là. Je continue pour moi mon périple. Je vous présente ici Virago. Là, je vais faire pause parce que, excusez, là, ça part automatiquement dans le prédit. Virago, je vous ai mis la capsule. Je vous la laisse pas jouer parce que, encore une fois, j'ai peur de la censure YouTube. Allez dans le prédit, cliquez dessus ou marquez Virago, V-I-R-A-G-O. Dans YouTube, c'est une chaîne YouTube de Aude GG. Je ne sais pas c'est quoi son vrai nom de famille. C'est une Française, une équipe française qui fait ça. Elle fait des portraits de femmes à travers l'histoire et c'est excessivement bien fait. C'est des formats de 2-3 minutes maximum, donc c'est beaucoup d'informations. Elle en a fait une sur Madame Durand, donc je vous l'ai mis là. Ça vous donne accès par la même occasion à sa chaîne YouTube. Allez les voir si ça vous intéresse. Encore une fois, je vous laisse ça libre. De toute façon, je ne peux pas vous obliger à la maison à faire ça. Mais c'est vraiment très intéressant. Moi, je pense qu'il y a 25 portraits de femmes. Je les ai tous écoutés parce que à un moment donné, j'ai arrêté de monter mon cours et je me suis perdu sur sa chaîne parce que c'est très pertinent. Il y a beaucoup d'informations et c'est bien fait, c'est divertissant par la même occasion. Donc, je vous le lance. J'arrive à ma troisième femme forte de cette époque-là. En 1902, Madeleine Pelletier. Madeleine Pelletier, c'est la madame que vous voyez à gauche ici sur la photo. Elle fait ses études en médecine. Normalement, une femme à l'époque devient infirmière, elle ne devient pas médecin. Elle va déjà se battre excessivement fort pour devenir médecin, mais elle va se faire refuser donc l'internat en psychiatrie. Madeleine veut devenir psychiatre, tout simplement. Mais les hommes qui contrôlent la médecine à l'époque vont utiliser un argument très valable selon eux et très ignoble selon le reste, selon les femmes et selon mon jugement personnel. Ils vont dire, pour s'inscrire en psychiatrie, il faut être majeur, il faut avoir plus que 18 ans et être un homme parce que les femmes ne sont jamais considérées comme des majeurs. Donc ils vont dire à Madeleine, non, tu ne peux pas t'inscrire en psychiatrie parce que tu n'es pas majeur. Donc c'est un moyen très facile et très niaiseux de refuser des femmes dans le programme. Et la fronde et les journalistes de Marguerite vont venir en support intense à Madeleine dans son combat pour rentrer en psychiatrie. Et ça va arriver. Elle va faire ses études en psychiatrie. Si je me souviens bien de souvenirs, là, elle ne graduera pas, elle ne va pas le finir. Je me souviens plus exactement pourquoi, mais elle va rentrer dans le programme et elle va faire un certain temps ses études en psychiatrie. Je reviens sur ma diapo parce que je la trouve excellente. Ici, là, c'est ça dit première femme médecin diplômée en psychiatrie. C'est pas vrai tout à fait. Là, je pense qu'ils essayent de la magnifier un petit peu. C'est correct aussi, mais il me semble qu'elle n'a pas fini Elle a fini ses études de médecine, ça c'est certain, mais elle n'a pas fini ses études en psychiatrie. Je suis pas mal certain de ça. Je vous la cite parce que c'est une femme qui a un méchant caractère, cette Madeleine Pelletier-là. La manière dont elle s'habille reflète également ses idées. Elle a coupé ses cheveux et s'habille comme un homme. Et voici la citation donc de Madeleine Pelletier. « Je montrerai les miens, les seins, dès que les hommes commenceront à s'habiller avec une sorte de pantalon qui montre leurs couilles. » Connaissant la fille, elle a fini la citation. D'après moi, ils l'ont coupée là parce que ils voulaient être politically correct sur Facebook. Là. Mais elle a fini cette phrase-là, c'est sûr et certain. Vous pouvez aller voir encore une fois tous les noms que je vous donne. Tapez ce nom-là dans Google, tapez ce nom-là dans YouTube. Vous allez voir des vidéos, des documentaires sur ces femmes-là. Elle est toujours habillée en homme.
Elle dit l'homme est pas capable de respecter la femme, il ne respecte que son égal, et bien je suis habillée comme son égal, j'ai l'air de son égal, et il me traite en égal, et c'est vrai qu'elle va être traitée en égal assez longtemps, surtout qu'elle est médecin, donc c'est pas... personnellement, je crois pas à des rôles plus importants dans la société que d'autres, mais les gens pensent que les médecins, on s'entend que c'est important des médecins, là, où la santé c'est quand même la base dans la vie, là, mais ça lui donne une certaine stature au niveau social. Elle est vraiment, et elle va être très active au niveau politique. Sur la citation, vous avez un lien de Facebook. Je vous ai mis la citation pour la citation, mais aussi pour ce lien-là. Encore une fois, si les études féministes vous intéressent, vous avez plusieurs pages comme ça qui revendiquent, qui font la promotion de personnes ou de mouvements féministes. Donc, c'était un exemple que vous pouvez aller voir sur Facebook si ça vous tente. Il y en a plein d'autres, évidemment. Je ne les connais pas du tout tous. Donc, Madeleine Pelletier va être capable de faire sa psychiatrie. Dans cette période-là, là, on est rendu en 1902. On a quand même certaines avancées. 1907, droit de disposer de leur propre salaire pour les femmes. Donc, il y a aussi des hommes qui travaillent au niveau politique pour le droit des femmes. Mais ce qui va changer, c'est vraiment, donc en 1908, excusez-moi, on a 50 femmes qui vont aller au bureau de vote. On a Hubertine Auclair, on a Madeleine Pelletier, on a donc tous ces Marguerite Durand et compagnie. On a toute cette gang que je viens de vous présenter là. Ils vont se présenter dans un bureau de vote pendant les élections et ils vont faire comme des suffragettes anglaises, j'en parlerai tout à l'heure. Ils vont tout saccager. Donc, Hubertine Auclair va talocher la boîte de scrutin, les bulletins de vote vont voler partout. Madeleine Pelletier va garrocher des briques dans les fenêtres. Ils vont dire c'est pas ça n'a pas de sens, c'est un vote seulement d'hommes, on n'est pas représenté, ça n'a pas de valeur, vous excluez les femmes. Bref, vous voyez des femmes, je vous ai dit que c'était des femmes qui ont du guts, c'en est une preuve. Et Madeleine Pelletier va même arriver à faire de l'influence dans le Parti socialiste et elle va amener le Parti socialiste de l'époque à présenter des femmes aux élections de 1910, même si c'est illégal à l'époque pour les femmes de se présenter en politique. Elle va convaincre le Parti socialiste. Socialistes, théoriquement, ce sont ceux qui sont progressistes et avant-gardistes. Et ça va fonctionner. Il va y avoir différentes femmes qui vont se présenter, dont Marguerite Durand, donc avec son journal La Fronde. Elle est bien placée, elle est bourgeoise, elle est connue des milieux des affaires. Et il va y avoir 3 femmes d'élues en 1910 pour le Parti socialiste, dont Marguerite Durand, qui va devenir les premières députées femmes de France par la même occasion. Mais à cause donc de la Première Guerre mondiale, 1910, on est très proche de la Première Guerre mondiale, toutes les tentatives de ces femmes-là d'amener des réformes au niveau du vote des femmes, c'est ça qu'elles se battaient pour le droit du vote des femmes, ça va être mis à l'arrêt complètement et on va arriver donc avec nos munitionnettes, les femmes là, qui rentrent dans les usines pendant la Première Guerre mondiale et qui vont donc fabriquer les munitions parce que les hommes sont partis au front. C'est un arrêt total pendant la Première Guerre mondiale, la même chose presque pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un arrêt des revendications féministes en tant que telles. Pendant ces munitionnettes-là, on a une femme qui est ressortie, c'est Hélène Brion. Hélène Brion, je vous ai pas mis de diapo parce qu'à un moment donné, je trouvais que ça commençait à faire beaucoup d'images et un slideshow un peu trop intense. Donc, Hélène Brion, pourquoi je vous la mentionne, c'est que c'est aussi une institutrice. C'est une femme qui a une très grande bouche et elle est pacifiste. Et pendant la Première Guerre mondiale, être pacifiste, c'est condamné à mort théoriquement. Donc, elle va distribuer des tracts pour la paix sur la place publique pendant la Première Guerre mondiale. À cause de ça, elle va se faire arrêter. Elle va échapper à l'exécution, mais elle va être rayée de l'ordre des enseignants. En fait, elle n'a plus le droit d'enseigner par la suite. Et elle va se consacrer à l'encyclopédie des femmes. Et c'est pour ça que je mentionne Hélène Brion, excusez-moi. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, en fait, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, là, à peu près tout ce que je vous dis vient d'Hélène Brion parce qu'à partir du moment où elle est rayée de l'enseignement,
elle va se consacrer corps et âme à l'encyclopédie des femmes. Elle part avec Olympe de Gouges, je ne suis pas parti avec Olympe de Gouges pour rien, et elle va donc présenter toutes ces femmes, tous les combats de ces femmes-là. C'est des centaines et des centaines de femmes qu'elle va présenter dans son encyclopédie. J'ai pris quelques cas particuliers qui ressortent, selon moi, du lot là, qui exemplarifie bien l'avancée du combat. Mais c'est un ouvrage monumental et pour vous donner des idées, là, elle va le retravailler, je pense que c'est au-dessus de 60 fois son encyclopédie et à la fin de sa vie, elle va le retravailler une dernière fois et les gens vont lui dire mais pourquoi tu retravailles encore? Elle va dire j'ai commis une erreur grave, j'ai classé les noms des gens par leur nom de famille, mais c'est pas le nom des femmes. Le nom de famille, c'est un emprunt à leur mari, c'est une obligation de leur mari. La seule chose qui appartient réellement à une femme, c'est son prénom. Et donc, elle va remanier son encyclopédie au grand complet pour les placer en ordre alphabétique, mais des prénoms des femmes, parce que c'est la seule chose qui leur appartient vraiment. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple de la mentalité de cette femme-là. Là. C'est vraiment un ouvrage drastique, c'est un ouvrage qui est encore une référence aujourd'hui quand on s'interroge et on s'intéresse au mouvement féministe. Après la Première Guerre mondiale, on a la crise économique et tout ça, donc je passe un petit peu sur le temps et j'arrive avec Louise Weiss. Oh, je ne vous ai pas marqué son nom, excusez-moi. Donc Louise, ça je sais que vous savez comment l'écrire. Weiss, W-E-I-S-S, donc c'est la madame qui est en avant-plan, là, qui est penchée, qui regarde au sol avec son chapeau noir. Louise Weiss, le 3 mai 1935, va ramener le combat des femmes sur l'avant-plan avec donc son journal La Femme Nouvelle. Pourquoi? Tout simplement en fait, Louise Weiss, elle est une journaliste, elle est encore une fois une aristocrate, une bourgeoise. Elle a eu la chance de voyager aux États-Unis, en Russie. Elle est allée en Turquie et elle dit en Turquie, les femmes ont le droit de vote. En URSS, l'URSS est très progressiste à l'époque versus le reste du monde. Les femmes sont quasiment traitées égales aux hommes, en 1935 un peu moins parce que Staline a commencé à régresser. Là. Mais il y a eu la première femme ministre du monde, c'est en URSS en 1917. Donc l'URSS à ce niveau-là est vraiment d'avance. Mais aux États-Unis, le droit de vote venait juste d'être acquis il y a quelques années. Là, en Tunisie, qui est un pays musulman, les femmes ont le droit de voter. Qu'est-ce qui se passe en France? Comment ça se fait qu'on est aussi arriéré? Et elle va prendre l'avant-plan, mais Louise Weiss, sa grosse force, c'est qu'elle est journaliste et elle est journaliste télé également. Et donc, elle va rentrer dans une nouvelle ère, elle va faire rentrer le débat féministe dans une nouvelle ère. Donc oui, elle a son journal La Femme Nouvelle avec lequel elle va faire beaucoup de propagande, mais elle va se mettre aussi à faire des publicités. C'est aussi con que ça, là. Mais des publicités de la place des femmes dans la société, le rôle des femmes. Et je vous donne un exemple de pub. Là. Les hommes au Parlement, au Sénat, excusez-moi, reprochaient aux femmes féministes de dire mais si elles s'en vont faire de la politique, si elles s'en vont travailler, si elles deviennent légales aux hommes, elles seront plus capables de faire à manger, elles seront plus capables de s'occuper des enfants. C'est-tu parce que tu n'es pas capable, le gros, que tu veux que ta femme le fasse, là? Mais c'est vraiment, c'est sur les arguments, c'est assez basic, là. Mais ce sont les arguments des hommes. Et Louise Weiss va faire une publicité, va payer de sa poche une publicité où on voit les 5 principales femmes dirigeantes du mouvement avec elle, qui sont en train de faire à manger en parlant de politique et qui donnent de la nourriture à une tablée de quelques enfants, une dizaine d'enfants, en disant on est capable de faire deux choses en même temps. Et ça a été prouvé depuis assez efficacement depuis leur rentrée sur le marché du travail. Je reviendrai la semaine prochaine à ça. Mais donc, elles disent on est capable de faire ça. Et monsieur les politiciens, si vous n'êtes pas convaincus, invitez-nous au Parlement, invitez-nous au Sénat. On vous fera à manger en parlant de politique avec vous. Donc, des coups d'éclat comme ça, là, puis le média de la télé, c'est sûr que ça attire beaucoup le regard à l'époque. Donc, ça va vraiment ramener le combat féministe sur l'avant-plan et ça va prendre des proportions aussi pas mal plus grandes parce que le journal, oui, ça se propageait, oui, les gens se le lisaient, ceux qui ne savent pas lire se faisaient lire par quelqu'un d'autre, mais la télé, c'est universel, puis elle parle comme on se parle, donc les gens comprenaient très rapidement le message. Ça va vraiment faire une grosse différence dans ce combat féministe-là. Elle va organiser, donc je reviens à
à ma diapositive, elle va organiser des élections de femmes pendant les vraies élections, et là je dis vraies avec des parenthèses évidemment, même si vous ne voyez pas, parce que elle dit que ça n'a pas de sens qu'il y ait des élections de gars et qu'il n'y ait pas d'élections avec les femmes. Donc, à chaque fois qu'il y a des élections, elle va se présenter dans la rue avec une table à tréteaux et une boîte, et elle va dire aux femmes, venez voter dans cette boîte-là, pendant que dans la bâtisse en arrière de nous, les hommes rentrent voter pour vrai, pour les élections qui ont lieu en ce moment-là, et elle publie les résultats de ces élections-là. Ça a fait en sorte aussi qu'elle s'est fait arrêter par la police et ainsi de suite. Là, ça se passait pas bien, évidemment, vous vous en doutez, mais elle va continuer à le faire pareil, et à chaque résultat d'élection, elle sortait les statistiques du vote des femmes en disant mais si les femmes avaient voté, ça aurait influencé de telle façon les élections. Je trouvais ça assez intéressant comme méthode de revendication de la part de Louise Weiss. C'est quand même une façon intelligente de faire valoir son point en disant ben regarde, vous parlez de statistiques, vous parlez de politique, ben on va vous parler de politique, puis on va vous parler de statistiques, on va parler le même langage, on est capable. Donc je trouvais ça assez constructif comme façon de faire. Le problème, donc, c'est toujours encore la Deuxième Guerre mondiale hein, qui va poser problème parce que très rapidement, donc, les femmes vont tomber dans l'oubli. Mais avant ça, nous avons la Ligue française pour le droit des femmes qui va se constituer quelques années donc avant la Deuxième Guerre mondiale. La présidente, c'est Cécile Brunswick. Là, je vous laisse faire le nom de famille, c'est assez compliqué. Mais elles vont vraiment défendre. On y retrouve Madeleine Pelletier, que je vous ai présenté hein, tout à l'heure, la femme médecin avec un fort caractère. On y retrouve Louise Weiss, on y retrouve pas mal de monde. Elles ne sont pas forcément sur la photo actuellement, là, mais ce noyau dur se retrouve tous dans la Ligue française pour le droit des femmes. Et ce sont en fait ces femmes-là qui vont vraiment devenir l'avant-garde, l'organisation. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, en 1848, ça manquait d'organisation, ça manquait de structure. Mais cette ligue va devenir la structure officielle pour l'avancement du droit des femmes. Et ils ont un nouveau combat, hein, le mouvement féministe. Sa grande force, c'est qu'il évolue beaucoup en fonction, avec le temps, en fonction des besoins. La demande de base, c'est le droit de vote parce que ça fait toute la différence au niveau de la vie publique. Mais la Ligue des femmes va aussi donc commencer à faire des revendications au niveau du droit à l'avortement. Ça commence à apparaître, ça va être plus après la Deuxième Guerre mondiale, mais ça commence à apparaître quelques années avant aussi. Pourquoi? Ben parce qu'on a des médecins donc comme Madeleine Pelletier, comme Cécile, excusez-moi, le Brunswick, son nom de famille, je ne suis pas capable de le prononcer, mais peu importe. Ce sont des femmes qui sont médecins, ce sont des femmes qui pratiquent l'avortement de façon illégale. D'ailleurs, Cécile, la madame dont je ne suis pas capable de prononcer le nom, va faire l'état, elle va être dénoncée pour ses avortements et elle va être jugée en psychiatrie et elle va finir ses jours seule dans un asile psychiatrique et elle va mourir oubliée de tous alors qu'elle est une des fondatrices de la Ligue française pour le droit des femmes. Donc, c'est pas des combats qui sont faciles, c'est pas des combats qui sont joyeux à mener. Mais donc, Madeleine Pelletier et elle et de nombreux autres vont le faire pareil parce qu'ils disent, là, c'est le bout de rough, là, je m'excuse pour les âmes sensibles. J'imagine que non, je fais une caricature. J'allais dire les femmes sont les filles, vous allez être plus les femmes, hein, vous commencez à être des femmes à votre âge. Je vais rentrer pas dans ce débat-là pas en tête. Vous êtes plus sensibles parce que c'est vous qui pouvez vivre ce genre de situation-là, les gars pas forcément, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas capable d'être compatissant. C'est le bout de rough, bref. Pourquoi ils font le combat pour l'avortement? C'est parce qu'ils se rendent compte en fait que les femmes le font de façon autonome chez elles. Oui, il y a la connaissance des plantes qui peuvent servir à l'avortement d'une certaine façon, mais c'est très dangereux. Il y a souvent des morts de la mère également. Et les autres options, et c'est là que ça devient vraiment intense, c'est des épingles, des tire-bouchons, des tisonniers. Les tisonniers, c'est le bout de métal qu'on utilise pour bouger les bûches là, dans un feu de foyer. Là. Fait que les femmes utilisaient ce genre de moyens-là pour couper une grossesse très très tôt dans la grossesse. Donc, je rentre pas dans les détails. Je sais que vous imaginez assez facilement le processus. Le problème, c'est que ça crée des hémorragies, ça cause des hémorragies très, très souvent et donc la mort aussi de la mère. Donc,
pourquoi ils vont se battre pour le droit à l'avortement. C'est pas parce qu'ils trouvent ça moral de faire de l'avortement. Ils sont pas rentrés dans ce débat-là encore. Ils veulent juste que ce soit fait de façon sécuritaire pour la femme et donc qu'il n'y ait pas de grand risque de mort pour la femme qui subit un avortement. Donc pour l'instant, c'est vraiment juste le côté pragmatique qui apparaît avant la guerre. On en reparlera la semaine prochaine pour le débat éthique ensuite. Donc, malheureusement, encore une fois, je ne sais pas si j'ai l'image. Oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Deuxième Guerre mondiale, ça embarque. Fin, évidemment, donc, de tous les problèmes des femmes avec le retour au front et les femmes qui retournent sur le marché du travail. Et Bertie Albrecht. Donc, vous avez, ça c'est une caricature là, pour un livre qui a été écrit. Mais donc, c'est une revue, excusez-moi, là, Les femmes en résistance. Vous avez son nom, Bertie Albrecht, juste en dessous. C'est elle qui est représentée avec le journal Combat sous le bras parce que c'est elle qui va fonder le journal Combat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a déjà un journal avant sur la liberté sexuelle, la contraception. Le journal s'appelait Le problème sexuel. Donc, ça a vraiment, le but, c'est d'éduquer les femmes sur le contrôle des naissances, donc l'abstinence, le cycle, les cycles de menstruation et de fécondité, comment ça fonctionne. Donc, on n'est peut-être pas capable d'éviter les grossesses toutes, mais on est peut-être capable de faire en sorte que ce ne soit pas des grossesses à répétition, là, parce que des 10, 12, 15, 16 enfants, ça se voyait à l'époque. Donc, sans arriver à de la contraception, on est capable quand même de gérer le cycle pour pas que ce soit des grossesses répétées comme ça. Donc, elle va vraiment faire ce genre de manifestation-là avant. Hein, je vous l'ai dit, ça a commencé à être dans l'air du temps juste avant la Deuxième Guerre. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle va laisser donc son combat féministe de côté. Elle va embarquer, elle va rester dans la France de Vichy. Je vous en ai parlé la semaine passée là, avec l'Algérie, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais elle va lancer donc son journal Le Combat avec sa fille, si je me souviens bien, et son mari. Et elle va finir par se faire pogner. Il y a au-dessus de 10 000 femmes. C'est pas pour rien là, qu'il y a une série de publications sur des femmes en résistance. Il y a au-dessus de 10 000 femmes en France qui font partie de la résistance française qui vont être envoyées dans des camps en Allemagne nazie. Elle va être attrapée en 1943 pour son journal et elle va se suicider dans sa cellule avant d'être envoyée dans un camp d'extermination. Mais donc une fin violente comme beaucoup d'autres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais elle est vraiment une des pionnières à revendiquer donc ce contrôle de la natalité par une conscience, par une connaissance du fonctionnement du corps de la femme. Je vous laisse ça à l'écran quelques instants si vous avez besoin de prendre ça en note. Vous faites pause. Excusez-moi encore une fois. Je rentre dans ma dernière bulle. Les deux thématiques qu'il me reste à faire. En fait, je vais vraiment faire un portrait très général. Là. Il me reste les midinettes. Les midinettes, vous avez entendu parler de celles de Montréal, je vais vous parler de celles de France. Et les suffragettes en Angleterre, parce que je ne peux pas passer à côté de ça si je vous parle du mouvement féministe. Donc, les midinettes, c'est un mouvement en France, en fait. Qui sont les midinettes? Ça a été un petit peu présenté là, avec les midinettes de Montréal. C'est un petit peu le même principe en France. En fait, ce sont des femmes qui travaillent dans des ateliers de couture, de vêtements, de mode et compagnie. Tiens, je vais vous donner les chiffres là, juste pour être sûr. Inspection du travail en 1902, l'inspecteur Fagnon dit que dans l'industrie de l'aiguille, donc c'est la mode, hein, il y a 1,3 million de personnes employées et 86% de ces employés-là sont des femmes. Donc, juste quelques chiffres, c'est pas une question de les retenir, c'est juste pour vous donner une idée de la proportion. Dans l'industrie de la couture, de la mode, c'est très majoritairement des femmes. Le 14% qui reste, ce sont les patrons. Vous vous en doutez, malheureusement, c'était ça la réalité et ça l'est encore des fois, en fait, ça l'est à bien des places dans le monde et ça l'est encore des fois aussi dans nos sociétés. Les midinettes, donc, qui sont-elles? Ce sont ces femmes qui travaillent dans l'industrie de la mode. Et pourquoi on les appelle les midinettes? C'est parce qu'elles n'avaient pas une heure de lunch pour aller manger, comme nous, on peut avoir dans nos emplois actuels. Et elles avaient 10, 15, 20 minutes pour aller manger. Donc, elles sortaient de l'atelier, elles allaient s'asseoir sur un banc de parc ou sur un banc sur la rue. C'était beaucoup plus commun à l'époque qu'aujourd'hui. Et elles mangeaient à toute vitesse sur l'heure du midi, pas un midi, un petit midi,
un midinette. Pour ceux qui ont vu Astérix, Mission Cléopâtre, un petit bol, une bolinette, c'est un plus petit bol. En tout cas, excusez, là, ça dérape, mais c'est le suffixe être, hein, ça veut dire, ça a souvent une connotation de petit. Donc, les midinettes n'ont pas une heure de midi pour manger comme il faut, c'est une petite heure de midi, ils mangent tout précipité puis ils retournent au travail. Et en fait, ce qui va arriver, c'est que ces femmes-là ne sont pas du tout conscientes qu'elles sont exploitées au point où elles sont exploitées, et elles ne sont surtout pas conscientes du nombre qu'elles sont. Donc, il va arriver quelque chose qui est complètement imprévu pour elles. Il va y avoir en 1903 un industriel dans le gaz, si je me souviens bien, peu importe son nom, qui va décider d'organiser une course des midinettes. Parce que lui, il est à Paris, c'est un grand bourgeois qui a fait fortune dans l'industrie du gaz. Et lui, sur l'heure du midi, il profite du temps, il est dans les parcs, il est dans les rues, il se promène. Et il voit toujours ces demoiselles-là, souvent c'est des jeunes filles assez jeunes, qui travaillent dans ces milieux-là. Il les voit toujours courir, manger vite et repartir à courir. Il dit, mon Dieu, elle court donc bien vite. Et lui, il fait la promotion du sport en France. Donc, il va décider d'organiser une course des midinettes. Une course vraiment, on part de Paris, on s'en va à telle place, je me souviens plus des lieux précis, mais c'est pas important. Et il va organiser ça donc en 1907. Et en 1907, il va y avoir la course des midinettes. Mais, premièrement, la course, ça va être un chaos infernal. Ça a l'air que c'est des milliers de midinettes et de personnes qui étaient curieux de ce qui se passait, qui se sont agglomérées là. Problème de circulation, problème d'embouteillage, problème de violence et compagnie, parce qu'il y a trop de monde dans des lieux restreints, les rues étroites. Donc, ça va être un capharnaüm absolument incroyable. Mais l'effet pervers, entre parenthèses, que ça va avoir sur la société, qui n'était pas du tout prévu par les organisateurs, c'est que pour la première fois, ces midinettes-là qui travaillaient 2, 3, 4, 5 dans des ateliers, chacune séparée dans des ateliers de mode dans Paris, vont se rendre compte qu'elles sont des milliers à faire cet emploi-là et qu'elles sont des milliers à vivre dans des conditions absolument atroces. Donc, elles vont s'unifier, elles vont prendre contact les unes avec les autres et elles vont s'organiser. Et ça va être vraiment pendant le début de la Première Guerre mondiale, en fait, qu'il va y avoir un premier éclat des midinettes. C'est-à-dire qu'on leur demande, le gouvernement français leur demande de renoncer à une journée de travail le samedi. Le dimanche était déjà férié à cause de la messe, hein, vous le savez, c'est la journée du Seigneur, le 7e jour. Donc le dimanche était déjà férié. D'ailleurs, si vous allez en France encore aujourd'hui, les magasins sont fermés. Le dimanche, c'est quasiment le Far West, là, avec les bottes de foin qui roulent. Là, c'est quasi désertique. Ça là, c'est moins pire ces derniers temps. Mais c'est traditionnel. Le dimanche, c'est la journée en famille, à la maison, tranquille. Aujourd'hui, avant, c'était à la messe et ensuite à la maison. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, ils vont demander aux midinettes d'abandonner leur samedi et d'abandonner le salaire qui vient avec, évidemment. Le problème, c'est que les midinettes sont payées de façon absolument ridicule et elles ne peuvent pas se permettre de perdre une journée de congé. Et le gouvernement va leur dire, oui, mais regardez, on fait ça parce que en Angleterre, ils font la même chose. Ils appellent ça la semaine à l'anglaise. Ils disent, ils ont pris cette mesure-là parce que c'est un besoin économique. On peut pas, je me souviens plus de la justification exacte, mais on peut pas vous payer cette journée-là supplémentaire-là. Et là, les midinettes vont dire, mais on se souvient qu'on est très nombreuses. Ils vont s'organiser, ça va être des centaines d'ateliers, des centaines de boutiques de mode à Paris qui vont être fermées en quelques heures et des milliers de midinettes qui vont prendre les rues de Paris. Et, histoire courte, là, parce que je ne veux pas m'éterniser, ils vont finir par avoir une journée de congé complète, payée. Donc le samedi, la fin de semaine de 2 jours commence à faire son apparition à ce moment-là, tranquillement. Ça va repartir, ça va revenir après. Là. Mais c'est un des gains, par exemple, que les midinettes vont faire. Donc 1917, excusez-moi, rendu là. Après donc la course de 1907, on est pendant la Première Guerre mondiale, c'est quand même 10 ans après. Mais c'est un premier gain. Et ils vont se ressoulever par la suite aussi pendant l'entre-deux-guerres et tout ça. Je rentre pas dans tous les détails, là, je voulais vous montrer vraiment le premier coup d'éclat des midinettes. Et elles vont acquérir donc des heures de dîner raisonnables, des salaires raisonnables, à force de s'être organisées comme ça. Et ça va faire des petits, donc vous l'avez vu, avec les midinettes de Montréal. Je ne passe pas plus de temps là-dessus, j'ai parlé en masse de la France. Je m'en vais vers l'Angleterre avec mes suffragettes. Les suffragettes, la fiche de gauche, c'est un film que j'ai et qui est excellent, que je vous aurais présenté en classe.
c'est très ironique, là, mais je m'étais promis que ce cours-ci sur les mouvements sociaux, je ne ferais que très peu d'exposés magistraux. On écouterait des extraits de films, on aurait des discussions, et la situation de la pandémie vient a complètement chamboulé ma planif. Donc, je m'excuse du flot d'informations. On aurait discuté de tout ça, on en serait venu aux mêmes conclusions là, et aux mêmes informations, mais à travers des discussions et des échanges. Là, je vous garoche énormément de choses, mais j'essaye de vous montrer donc des films et des livres. Les suffragettes, c'est un très bon divertissement. Euh, moi j'aime beaucoup Helena Bonham Carter, là, qui est une actrice que j'aime depuis très longtemps. C'est celle qui fait Bellatrix dans Harry Potter, si vous la connaissez peut-être un petit peu plus de là, mais c'est l'ancienne femme de Tim Burton, fait qu'elle est dans beaucoup de films depuis longtemps. C'est une excellente actrice. Bref, le film lui-même représente le combat des suffragettes en Angleterre. C'est bien fait, c'est un bon film. Par la même occasion, je vous le recommande. C'est une option alternative à la lecture de livres pour apprendre que j'essaie de vous proposer une fois de plus. Donc, qui sont les suffragettes? Les suffragettes, en fait, ce sont des femmes en Angleterre qui vont faire exactement le même genre de combat que les femmes ont mené en France, mais il y a une petite différence qui est importante, c'est que les femmes anglaises vont avoir le guts d'aller recourir à la violence en cas de nécessité. Je m'étais sorti une série de noms, une série de dates à vous donner. Je ne vous les donnerai pas parce que je vois que le temps file et je ne veux pas vous marteler une fois de plus avec de l'information à n'en plus finir. Ce qui est important de savoir sur les suffragettes, c'est qu'ils vont s'organiser à partir du 19e siècle, donc les mêmes années que les Françaises. Je vous l'ai dit, c'est dans l'ère du temps. On est rendu dans des sociétés qui sont évoluées, dans des sociétés où les conditions de vie sont quand même raisonnables, là, malgré la classe ouvrière qui a de la misère à manger. On n'est pas dans l'agriculture de subsistance et compagnie, on a quand même un petit peu plus de luxe. Et donc, c'est pour ça que ces combats-là arrivent à ce moment-là. Et c'est pour ça que les combats et les questions sociales qu'on a actuellement sont là, parce qu'on est des sociétés qu'on est rendu à être capable d'avoir ces combats-là. Quand il faut que tu passes ta journée à faire de l'agriculture et à élever du bétail pour être capable de manger, et tu n'as pas le temps d'aller te battre politiquement. Donc, les suffragettes vont apparaître au 19e siècle, même chose qu'en France, et elles vont s'organiser très rapidement euh, en, euh, en groupe, en fait. C'est ça la grosse différence des suffragettes, c'est qu'elles vont se regrouper dans une association à peu près dès le début, 1903. Les suffragettes modernes là, établies sont déjà constituées en 1903. Il y a eu des groupuscules avant ça, mais ils étaient plus indépendants. Ils vont finir par merger, vous m'excuserez l'anglicisme, en 1903. Et ils vont vraiment là, rentrer dans les bureaux de vote, un petit peu comme je vous ai parlé avec Madeleine Pelletier et Hubertine Auclair. Là. Et ils vont rentrer dans les bulletins de vote, ils vont tout saccager, ils vont tout briser en disant on n'est pas là, c'est pas représentatif, c'est pas vrai que c'est la population qui vote, ce sont les hommes qui votent, c'est pas correct, et ainsi de suite. Ils vont avoir aussi leur propre martyr. Il y a la première martyre des suffragettes va être une mort très idiote, si vous me permettez l'expression. C'est une suffragette qui s'en va au champ hippique, là, les courses de chevaux, là, ceux qui tournent en rond, on ne sait pas trop pourquoi. Et elle va vouloir mettre une écharpe autour du cou du cheval du roi, c'est Georges V, si je me souviens bien à ce moment-là. Pour l'écharpe, c'était un symbole des suffragettes, l'écharpe. Et elle va se faire ramasser par la garde du corps du roi et elle va mourir bêtement dans l'opération. Ils l'ont pas martyrisée, il y a juste eu une mauvaise situation, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ça s'est mal fini et ça va vraiment mettre le feu aux poudres. Il va y avoir de plus en plus un soutien populaire. Et même chose un petit peu hein, comme Madame Weiss en France, il va y avoir avec l'apparition de la vidéo des débats publics au niveau du droit des femmes. Et les femmes, c'est des centaines de femmes là, qui vont prendre les rues, qui vont lancer des briques sur les hommes, sur les policiers, qui vont faire la grève de la faim, qui vont se faire emprisonner, qui vont se faire maltraiter à différentes envergures. Et c'est à force de combat qu'elles vont finir par remporter ce combat-là. En fait, 1918, l'Angleterre est un des premiers pays à donner le droit de vote aux femmes. Là. 1918, c'est le droit de vote officiel qui est donné aux femmes. Mais attention, les femmes de plus de 30 ans qui sont propriétaires ou locataires avec un loyer de plus de 5 livres sterling par mois et ainsi de suite. Bref, une série contraignante de limites à ce droit de vote-là. Donc,
le combat des suffragettes continue malgré l'obtention du droit de vote en 1918. Et ça va être dans l'entre-deux-guerres, finalement, que ça va être accolé sur les droits des hommes, donc droit de vote à 21 ans à l'époque. C'est encore le cas aujourd'hui aux États-Unis. Tu as le droit de conduire à 18, mais tu as le droit de voter seulement à partir de 21. Question légale, question ils jugent le niveau de maturité tout simplement pas encore assez élevé. Je rentre pas dans ce débat-là. Aujourd'hui, c'est 18 ans en Angleterre, là, comme ailleurs dans les sociétés occidentales. Mais donc, ça va prendre vraiment un très long combat de la part des suffragettes, mais elles vont... la grosse différence, c'est vraiment qu'elles sont organisées et elles vont recourir à la violence. Mais comme en France, il faut que ce soit les femmes qui s'organisent entre elles et qui aillent revendiquer le droit et qui aillent chercher, qui aillent prendre le droit qui leur est refusé par les hommes. Parce que comme les prolétaires, comme n'importe qui, comme les Noirs, les Afro-Américains, comme les colonies quand il va y avoir la décolonisation, jamais la personne en position de pouvoir, très rarement, il y en a des cas, il faut pas être trop négatif, là, mais généralement la personne en position de pouvoir ne va pas léguer son pouvoir aux personnes qui sont dominées. Je finis avec une autre vidéo. Oui, je l'arrête encore parce que ça part automatique. J'oublie tout le temps que ça part automatique à ça, sur Prédit. Je vous ai mis un autre Virago qui est sur la première ministre d'Islande. Là, je suis plus du tout dans ma période historique, mais je voulais vous le mettre parce que je pense que c'est le portrait le plus intéressant. Et ironiquement, c'est le portrait. Il y a toujours la fille qui est en avant, qui parle, qui donne l'information historique. Et elle incarne aussi, elle se déguise tout le temps dans la femme qu'elle représente. Ironiquement, c'est le personnage quand elle se costume qui est le moins flamboyant, le moins intéressant. Mais c'est le portrait de femme que j'ai trouvé le plus pertinent, le plus intéressant. Mais c'est très actuel, là. J'aurais dû le mettre la semaine prochaine, mais j'étais trop impatient de vous le présenter. C'est la première présidente de l'Islande, donc qui vous parle que les femmes de l'Islande, évidemment, c'est un contexte particulier, c'est une petite île, il y a quelques milliers d'habitants, c'est pas un pays immense, mais toutes les femmes de l'Islande ont décidé, c'est pour faire du pouce sur les suffragettes et compagnie, là, toutes les femmes de l'Islande ont décidé, dans les années 90, si je me souviens bien, il y a une journée où elles ont dit on ne fait rien. On n'est pas au travail et on n'est pas à la maison. Les hommes vont se débrouiller. Donc c'était the Day Without Women, donc la journée sans les femmes. Les femmes ne sont pas présentes, point. C'est ça qu'elle dit dans la vidéo, c'est une des choses qui m'a beaucoup accroché. Elle dit les hommes d'Islande ont surnommé la même journée la journée la plus longue parce qu'ils se sont rendus compte en fait que c'est faire tout ce que même si les femmes étaient traitées comme inférieures et tout ça, devoir faire tout ce que toutes les femmes faisaient, ça représente une charge de travail assez phénoménale. Donc allez voir ces vidéos là si ça vous intéresse. Comme je vous dis, là, c'est 2 minutes, 2 minutes et demie, des fois 3 minutes, mais c'est rare. C'est très divertissant et très informatif par la même occasion. Donc voilà, je finis là-dessus pour aujourd'hui. Encore une fois, ça fait beaucoup. Mais ce sont des sujets passionnants. La semaine prochaine, donc, on partira à partir de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours, plus précisément, avec donc tous les débats là, sur l'avortement, la libération du corps et la contraception et ainsi de suite, jusqu'à MeToo aujourd'hui et tout ça. Donc, merci de votre attention et à la semaine prochaine.